À tous, bonsoir et merci d'être fidèles au programme de Canal Algérie. On est ravis de vous retrouver une nouvelle fois dans votre rendez-vous avec l'histoire. Enrico Mattei, un homme exceptionnel au service des causes justes, un anticolonialiste. Suivi par la diffusion du documentaire Enrico Mattei, la révolution algérienne de Ali Fatah Ayadi. Bienvenue encore une fois à vous dans l'émission Le Déshonneur. Marhaba. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir et de retrouver Maître Fatem Zahra Ben Brahim, avocate et chercheur de droit de l'histoire. Bienvenue à vous, Maître. Merci, merci. Puis en face de vous, le journaliste, l'ancien journaliste du quotidien Al-Moudjahid, Abdelkrim Tazarout. Vous êtes également critique cinéma, vous vous intéressez aussi à l'histoire du cinéma. Vous avez écrit notamment sur les figures de l'art algérien et puis vous vous intéressez aussi à l'histoire de la révolution algérienne et le cinéma, notamment sur cet ouvrage très très intéressant, Cinéma et guerre de libération, l'image du héros. Et ce soir, vous allez bien sûr intervenir par rapport à ce documentaire de Ali Fatah Ayadi qui porte le titre de Enrico Mattei, la révolution algérienne. Et puis à partir de Marseille, nous avons en direct Ali Fatah Ayadi, le réalisateur de ce documentaire, encore une fois très intéressant, précieux et important pour la transmission de l'histoire et dans ce travail de mémoire que nous entreprenons bien sûr à Canal Algérie. Bonsoir Ali Fatah Ayadi, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. Bonsoir Amir, bonsoir à Maître Ibrahim et bonsoir à mon ami Abdelkrim Tazarout. Merci beaucoup Ali Fatah Ayadi. Mesdames et messieurs, avant d'entamer le débat bien sûr de notre émission, je vous propose un extrait du documentaire de Ali Fatah Ayadi qui parle du parcours, de la trajectoire et de la vie d'Enrico Mattei. Qui est Enrico Mattei? Cet Italien, encore une fois, humaniste, anticolonialiste, qui a épousé la cause algérienne et qui a aimé, tant aimé le peuple algérien. On regarde cet extrait et on revient juste après. Mauvaises conditions météorologiques. Durant 3 jours et à moins de 44 degrés, les deux délégations vécurent ensemble les caprices de Dame Nature. Saad Dahleb engagea la discussion avec Enrico Mattei, capitaine d'industrie et homme politique déjà connu. Les échanges furent intéressants et leur point de vue politique les rapprocha. Dahleb exposa la cause algérienne à son interlocuteur qui fut séduit. Il le présenta ensuite à ses compatriotes.
Donc, automatiquement, M. Youssef Ben Khadda et Ben Youssef, et puis M. Mahmoud Cherif se sont intéressés, mais c'est toujours Saad qui a continué à discuter avec Saad. Ils se sont liés, il y a eu un feeling qui s'est créé entre eux, et les gens qui ont vécu des moments de ce genre savent très très bien que le premier contact, c'est lui qui détermine la relation. Au troisième jour, ils ont embarqué, ils sont partis à Moscou. À partir de Moscou, ils se sont séparés, mais la délégation algérienne est venue sur le Caire, et puis la délégation, ou les deux personnes italiennes, M. Mattei et son collaborateur, sont partis sur Rome, avec la promesse de se voir, parce que M. Mattei avait des intérêts en tant qu'ENI au Moyen-Orient et en Égypte tout particulièrement, où il avait obtenu d'Abdel Nasser un champ pétrolifère. Je devais rencontrer un journaliste américain avec lequel j'avais fait un périple au sein de l'Algérie combattante. Je devais rencontrer ce journaliste dans cet hôtel au Caire. C'était le Semiramis. Et par coïncidence, se tenait là la première conférence sur le pétrole. Pas organisée par aucun gouvernement, c'était les multinationales, c'est-à-dire essentiellement les Anglais et la CFP, la Compagnie française du pétrole, qui avaient réuni des experts. Et historiquement, c'est la première rencontre consacrée au pétrole. C'est ainsi que ce journaliste, qui s'appelait Joe Kraft, m'a dit qu'il y avait un important personnage italien, Enrico Mattei, qui cherchait à contacter le gouvernement provisoire. Il m'a demandé si je voulais bien le rencontrer. Et vous allez devoir rester avec nous pour découvrir l'intégralité de ce documentaire, encore une fois très intéressant sur la vie et le parcours de Enrico Mattei. Bien sûr, on a commencé avec cette rencontre inattendue avec les responsables du FLN à cause de conditions météorologiques, mais après, bien sûr, ça va donner naissance à une grande histoire d'amitié et de solidarité entre cet Italien et les Algériens, mais aussi ça va donner aussi naissance plus tard à une grande amitié entre les deux peuples, les peuples italiens et le peuple algérien. Je vais commencer avec vous, peut-être Maître Fatem Zahra Ben Brahim, en vous posant cette question. Qu'est-ce que vous évoque le nom de Enrico Mattei? Alors, pour moi, Enrico Mattei est non seulement l'ami de l'Algérie, mais je dirais également le libérateur du gaz et du pétrole algérien. Également, celui qui a fait trembler le cartel, comme il appelait des sept sœurs, au XXe siècle, et il a changé les cartes de la distribution de l'énergie à travers le monde, car les puissances de l'époque maintenaient le monde dans leurs mains, mais maintenaient également les ressources souterraines des pays colonisés et d'autres pays entre leurs mains. Donc, cette énergie nouvelle qui allait développer le monde était concentrée. Et les pays qui possédaient cette arme énergétique ne pouvaient pas ni profiter ni des extractions, ni des bienfaits de ces ressources. Donc pour moi, Mattei est le libérateur. C'est un grand homme. Et c'est sur la base de cette rencontre qu'il a eue en 1958 avec les gens du GPRA qu'est née l'histoire de l'indépendance du pétrole algérien, du gaz algérien. Et alors, aujourd'hui, quand je vois en France des Français qui gesticulent suite à la visite du président algérien. Mais moi, je leur dis, vous êtes des ignares. Vous ignorez l'histoire de l'Algérie.
l'histoire du monde, mais vous ignorez votre propre histoire. Parce que c'est grâce à l'expertise de Mattei que l'Algérie a pu former ses ingénieurs et a su aguerrir ses hommes politiques pour réclamer tous les droits de ce peuple en vue de son indépendance. Donc, aujourd'hui, je leur dis, cette relation n'est pas une relation nouvelle, c'est pas une relation d'amour nouvelle, c'est une relation de reconnaissance de l'effort extraordinaire et de la volonté politique de cet homme. C'est également, à mon sens, le début, 58, fut le début d'une diplomatie politique, mais également le début d'une diplomatie économique qui a fini par donner ses fruits. Et nous, Algériens, je crois que tous les peuples qui nous ont aidés le savent parfaitement. Nous sommes des gens très reconnaissants. On ne fera jamais de mal à ceux qui nous ont aidés, mais nous ferons des résistances à ceux qui cherchent à nous persuader du contraire. Donc, mon message pour la France, pour Rotaillot et pour tous ceux qui s'agitent aujourd'hui politiquement, je leur dis, révisez votre leçon avant de venir parler, parce que nous connaissons notre leçon et vous l'apprendrons si vous n'êtes pas capable de comprendre la vie politique et l'évolution des stratégies politiques à travers le monde. Oui. Peut-être je vais m'adresser à vous, M. Abdelkrim Tazarout, dans le même sillage de ce que vient de dire Maître Fatem Zahra Ben Brahim. Enrico Mattei, je disais tout à l'heure que c'était quelqu'un qui tenait à aider le peuple algérien. Avec cette rencontre, encore une fois, non calculée, inattendue, dans une escale du côté de la Sibérie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Enrico Mattei va convaincre la classe politique de se joindre au combat du peuple algérien, mais il va un peu plus loin que ça en disant que je suis italien, et je ne suis pas français, et moi je souhaite l'indépendance de l'Algérie. Quel est cet homme? D'où vient justement cet humanisme chez Enrico Mattei? Quelle a été la formation de l'homme Enrico Mattei pour qu'il soit sensible justement autant à la cause du peuple algérien qui souffrait du colonialisme depuis 1830? Je pense qu'on peut dire d'abord, c'est que là, dans la démocratie chrétienne, il a combattu le fascisme. Donc, il y a un humanisme qui se déclare quand on combat le fascisme, quand on combat le nazisme. C'est déjà important. Et puis, cet homme est un bâtisseur. Cet homme... tout pays voudrait avoir un bâtisseur comme Mattei. C'est un humanisme. Et il est parmi, si ce n'est pas le premier étranger à avoir dit l'Algérie sera indépendante. C'est-à-dire, il y croyait fermement. Moi, je voudrais revenir aux années 60, 70, par le biais du cinéma. J'ai souvenance que le film, donc l'affaire Mattei, donc Francesco Rossi, a tenu l'affiche à l'Algérien durant des semaines durant, donc si ce n'est pas des mois, et c'était complet, à chaque fois c'était complet, c'est incroyable. Et le peuple algérien a découvert cet homme, donc à travers ce magnifique film, une véritable enquête de Francesco Rossi, le cinéaste italien qui est un peu spécialisé dans ce type de film, donc qui sortait un peu de la comédie italienne pour consacrer aux enquêtes sur la mafia et sur donc la mort mystérieuse de cet homme, de ce patriote, ce bâtisseur qui est donc Mattei. Il y avait donc un intérêt et le film nous a
tous marqué, vraiment. Et ça le film a obtenu une palme d'or. Hein, ah oui, oui, mais bien sûr. Mais ce film devrait être vu et revu. Vous savez pourquoi? Les Américains, je ne me rappelle plus si c'est Paramount qui a acheté les droits pour le diffuser aux États-Unis. Ils l'ont diffusé quelques jours, il a été retiré. Donc il y a des gens qui ont demandé à ce qu'il soit retiré, quitte à perdre de l'argent. Et le film n'a même pas existé dans l'autre circuit, c'est-à-dire généralement quand un film est censuré aux États-Unis, on ne parle pas de censure, mais bon, pas dans les salles commerciales, mais pas dans les réseaux des universités. Même pas. Il n'y a eu ni DVD, ni autre support pour ce film. C'est dire à quel point ce film a gêné. C'est pour dire aussi l'engagement d'Enrico Mattei quand il prononce des phrases comme ça, comme celle... c'est dans le film, ça, oui, c'est dans le film. C'est pour dire que aussi Mattei a risqué sa vie, il savait qu'il allait bien sûr mettre en péril sa vie en s'engageant avec l'Algérie. On en parlera tout à l'heure parce que avec Maître Fatem Zahra Boumbram, on parlera justement de ces menaces qui émanaient de l'OAS, de la Main Rouge, des services de renseignement français, le SDEC, et d'autres parties, encore une fois, non connues. Je voudrais juste rajouter que le film de mon ami Ali Ayadi, qui a été donc programmé au Festival du film engagé d'Alger, un excellent festival. Le film a aussi, il y avait un monde fou durant la projection. C'est un excellent film qui scelle un peu cette amitié ancienne, comme l'a rappelé Mme Bram, entre l'Italie et l'Algérie, et qui met vraiment en valeur toute l'étendue de cette personnalité que représente Mattei. Oui. Et dans le film, il y a un extrait du film de Francesco Rossi, où dans un avion, il y a une séquence où il dit « l'Algérie sera indépendante ». Je crois que tout est dit. Et puis, je crois qu'il y a encore un film à faire sur cette affaire-là. Pourquoi ? Dans le documentaire d'Ayadi, on voit cette rencontre. Vous avez vous-même dit que c'est miraculeux, c'est incroyable. C'est le hasard de la vie. Le hasard de la vie, la Chine, et puis au retour, conditions météorologiques impossibles, l'avion s'arrête en Sibérie, et malgré le froid, donc moins de 46 degrés, où il y a une chaleur humaine, et puis il y a un personnage qui mériterait aussi être connu, c'est Saad Dahleb, qui se lie d'amitié avec Mattei, et c'est lui qui a exposé le combat de l'Algérie combattante, la révolution, et durant 5 jours, avec la délégation, donc ils ont longuement discuté. Et toujours dans le documentaire d'Ayadi, qui est très important, il faut le voir, hein, amis téléspectateurs, il y a quand ils se sont revus au Caire, quand Mattei était au Caire, ils se sont revus, que dit Dahleb, ça Dahleb à Mattei, tu te prétends être mon ami alors que tu as vu Abdel Nasser avant de me voir, moi. C'est extraordinaire. Oui, c'est un marqueur d'amitié et de rapprochement entre les deux personnalités. Et il y a un autre film, c'est le film d'Ahmed Rajdi, le Crime. Là aussi, il montre, vers la fin du film, les négociations, il montre que Saad Dahleb était intransigeant sur la question d'intégralité du territoire, sur la question énergétique, sur le Sahara. C'est Saad Dahleb qui est très intransigeant. Et il serait très intéressant aussi d'écouter le réalisateur Ali Fatah Ayadi qui est avec nous en direct à partir de Marseille. Ali Fatah Ayadi, vous êtes à l'écoute de notre émission. Bien sûr, on parle de votre documentaire. Et peut-être la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser à la personnalité, au parcours, à la trajectoire de Enrico Mattei, Ali Fatah? Oui, alors, je voudrais d'abord, avant toute chose, rebondir sur ce que disait Abdelkrim Tazarout quant à la personnalité, quant au personnage de Saad Dahleb. Sans Saad Dahleb, qui a su et qui a pu tomber amoureux, je dirais, Enrico Mattei
faire tomber amoureux Enrico Mattei de la cause nationale algérienne. Ça, c'est très important. Et sans vouloir diminuer de la valeur d'Enrico Mattei, je vous rappellerai que dans ce film, je mets une citation qu'il a commencé. Et c'est « Je suis italien, je ne suis pas français ». Et ce qui est très très important, c'est qu'il a dit aussi qu'il travaillait pour son pays, d'abord et avant tout. Donc, cela ne diminue pas de sa valeur, cela ne diminue pas de l'apport qu'il a apporté à l'Algérie, mais il faudrait signaler que les Algériens étaient des gens d'une intelligence hors pair, et notamment Saad Dahlem. C'est pour cela que je m'incline devant sa mémoire aujourd'hui, oui. Et je dirais, d'ailleurs je lui consacre très prochainement un documentaire de 52 minutes, à Saad Dahlem bien sûr. Et donc, comment, bien que les négociations avec Enrico Mattei étaient poursuivies par d'autres personnalités algériennes de la Révolution, mais Saad Dahlem a joué un rôle extraordinaire pendant ces 5 jours, alors qu'ils étaient à moins 52 à Omsk, en Sibérie. Et pendant ces 5 jours, il a su et il a pu expliquer à la profondeur et la justesse de la cause algérienne à Enrico Mattei. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que non seulement il travaillait pour son pays, mais il a été aussi juste par rapport à... Et on peut terminer avec le fait que il a été victime, en effet, il a été victime pas simplement de la part des Français, mais d'autres représentants des secteurs, par exemple, dans les États-Unis, les secteurs qui sont les 7 plus grandes sociétés pétrolières de l'époque. Voilà, Amir. Peut-être, Monsieur Ali Fethayadi, qu'est-ce que vous retenez le plus du parcours justement de Mattei? Qu'est-ce que peut-être vous retenez de ces témoignages que vous avez pu immortaliser sur les personnes qui ont pu l'approcher et le connaître et justement faire partie de ces personnes qui vont mettre les premières peut-être lignes d'une coopération gagnant-gagnant, encore une fois, entre l'Algérie et l'Italie, une amitié entre les deux peuples aussi. Oui, alors, bon, il faut signaler aussi que, c'est-à-dire Enrico Mattei, à un certain moment, n'était pas seul. Il y avait toute la démocratie chrétienne en Italie et tous les partis de gauche de l'époque qui ont adhéré à la cause algérienne, et d'ailleurs ça a fait un petit peu mal aux Français de l'époque et en premier chef le général de Gaulle. Et donc il faut savoir que grâce à Mattei, les Algériens se baladaient dans Rome, dans Milan, comme s'ils étaient chez eux. Et à titre d'exemple, un grand monsieur aussi, c'est Tayyip Boulahrouf. Oui. Tayyip Boulahrouf qui était représentant du FLN à Rome, après Genève, après quelques pays. Et quand on a voulu attenter à sa vie, donc on a mis une grenade, une bombe sous sa voiture, un enfant qui jouait, qui a perdu le ballon, qui est allé sous la voiture. Quand il a été récupéré son ballon, la bombe a éclaté et donc il a perdu la vie. Et la vie, pardon. Et à ce moment-là, imaginez-vous que le ministre de l'Intérieur italien de l'époque a donné une Beretta, c'est-à-dire une arme de guerre, à Tayyip Boulahrouf pour se protéger. C'est inouï, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un fait comme ça, un petit exemple comme ça, a fait bien sûr bouger toute la diplomatie française de l'époque et qui ont, parce que l'Italie était considérée par la France par une nation vaincue
faut le dire, bien que c'est Mattei, entre autres, et toute la résistance qui s'est battue contre le fascisme a démontré que tout le peuple italien n'était pas pour le fascisme, à part bien sûr les dirigeants de l'époque. Voilà. Peut-être, je vais juste peut-être rajouter quelques éléments sur l'assassinat, je le dis, suspect ou la mort suspecte de Enrico Mattei, sauf qu'on a aussi une série d'événements qui vont soit précéder, soit venir après la mort de Enrico Mattei. C'est par exemple, on a le cas du poète et cinéaste Paolo Pasolini, qui est mort dans des conditions très très douteuses et sombres. On l'a retrouvé tabassé et écrasé par sa propre voiture. Et puis on a aussi un autre journaliste qui a enquêté sur les circonstances du crash de l'avion de Mattei, qui s'appelle Mauro de Moro, qui a disparu mystérieusement après avoir de nouveaux éléments sur l'assassinat ou le prétendu assassinat d'Enrico Mattei. Et en 1990, les autorités italiennes vont relancer cette enquête car on a trouvé sur les débris de l'avion de Mattei des traces d'explosion ou d'explosifs. Explosifs, tout à fait. Explosifs. Oui. Alors dans le travail que j'ai fait, il est sans contexte que j'ai été sur toutes les pistes. Il en existe beaucoup. Sauf celle qui n'est invraisemblable, celle de l'OAS. L'OAS était déjà, donc en 62, ils étaient à plat, je dirais, ils n'avaient plus de force, beaucoup d'emplois ont été arrêtés, etc. Mais la piste la plus sérieuse, et à travers un livre d'un ancien du SDEC, il dit clairement que le service secret français, c'est-à-dire le SDEC, était derrière l'attentat qui a été perpétré contre Enrico Mattei. Oui. Et ça, c'est l'une des pistes les plus sérieuses. Bien qu'il y a eu aussi d'autres pistes, la mafia italienne, les 7 sœurs qui payent la mafia italienne, etc. Oui. Donc, mais la plus plausible, à mon avis, la plus plausible est celle du SDEC. Parce qu'il était poursuivi, bien qu'il ait eu deux avions du même type, 2 voitures du même type, etc. Et donc, à travers les enquêtes que j'ai faites à travers mon passage à Leni, en Italie, à Rome, et tous les écrits qu'il y a eu sur... et vous savez que le dossier de l'affaire Mattei, si on peut l'appeler comme cela, a été clos, et puis réouvert une 2e fois, et puis une 3e fois et une 4e fois. Et parce que il y a eu, à chaque fois, il y a eu le fils du pilote qui était américain, il y avait un journaliste avec lui, oui. Et le pilote, son pilote, le fils du pilote a fait réouvrir l'enquête sur l'assassinat d'Enrico Mattei, mais au fin fond des choses, jusqu'à maintenant, il y a eu des blocages. Et on ne sait toujours pas, on n'a pas la vérité sur l'assassinat d'Enrico Mattei. Merci beaucoup. Maître Fatem Zohra Boumbrahim, en écoutant bien sûr Ali Fatah Ayadi qui s'est déplacé en Italie justement pour faire intervenir celles et ceux qui ont écrit, qui sont intéressés sur bien sûr le parcours de Enrico Mattei, et puis il y a cette affaire-là qui remonte, c'est clair, parce qu'aujourd'hui avec bien sûr ce geste très fort du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune,
qui va honorer Mattei à titre posthume en lui décernant une médaille, la médaille des Amis de la Révolution algérienne. Et je reviens à ce point, c'est que ces personnes-là savaient exactement ce qu'ils risquaient, parce qu'à cette époque-là, on a vu cet acharnement de ces Français nourris de cet esprit colonisateur, de haine, de racisme, qui ne voulaient pas du tout que l'Algérie ait son indépendance, à travers bien sûr les différentes actions de l'OAS en Algérie et puis même ailleurs, à l'extérieur du territoire algérien. Est-ce que vous pensez aussi que dans la mort de Enrico Mattei, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas élucidées et qu'il y a des zones d'ombre très très importantes qui marquent cette tragédie qui a eu lieu le 27 octobre 1962. Mais nous, en tant qu'avocats, nous connaissons un très grand nombre de cas comme celui-ci. Il s'agit donc des assassinats politiques. Et les assassinats politiques sont menés d'une manière extrêmement discrète par des personnes spécialisées dans le crime. Et c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas toujours à élucider un crime. D'ailleurs, comme l'a dit notre ami Ayadi, il y a eu des exhumations, il y a eu des expertises, il y a deux idées fondamentales qui en ressortent donc de ce dossier. Le premier point, c'est que dans le corps du pilote et de Mattei, ils ont retrouvé des éclats de l'avion. Ça, c'est prouvé. Avéré. Tout à fait. Ça, c'est pour expliquer. Ça veut dire que ce ne sont pas des éclats dus au crash, mais ce sont des éclats dus à une explosion. À une explosion. Voilà. Le deuxième point, qui est très important aussi, c'est-à-dire les éclats dans le corps sont des éclats de l'avion. Le deuxième point, la deuxième expertise va déterminer que ce crime orchestré par on ne sait pas qui jusqu'à présent, eh bien, c'est une explosion dans l'avion. C'est pas comme on a voulu le dire en atterrissant ou... Mais enfin, le troisième point, et c'est la grande interrogation, où sont passés les débris de l'avion? Selon les enquêteurs de l'époque, il semblerait que les éclats de cet avion ont été dissous dans une matière et on ne peut plus aujourd'hui demander à faire d'autres expertises. Donc l'intention criminelle, le crime politique, comme je l'avais dit, était parfaitement bien orchestré. Certains diront que c'est l'OAS par le biais de la main rouge, d'autres parleront d'une autre partie, mais nous, pour rester toujours dans une rigueur juridique, on dit que ce dossier n'est pas clos. Peut-être que la science, dans les années qui vont venir, va nous permettre de rapporter d'autres éléments stratégiques pour réouvrir le procès. On a vu des procès qui ont été ouverts 20, 30 ans, 40 ans, avec l'évolution de la science, et on a réussi à obtenir des résultats. Vous avez parlé de quelqu'un que j'ai bien connu et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, parce que, comme disait monsieur, c'était un homme charmant, très sympathique. Il s'agit de Saad Alm. Il me racontait un jour qu'il m'avait invité autour d'une bonne tortura de chez lui. Il en faisait souvent d'ailleurs. Et il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il m'a dit, lorsqu'on a interrompu l'avant-dernière fois, où il y a eu les interruptions des accords d'Évian, la suspension. Alors le représentant de Gaulle leur a dit, écoutez, Louis Jox, écoutez, ne pas parler de tout, nous sommes disposés à discuter avec vous sur tous les points, sauf sur le Sahara. Et Dahl me dit, mais pourquoi? Il lui dit, mais parce que le Sahara est français. Et vous avez eu la grande table qui séparait les délégations d'un côté à la France, qui était minime, et puis nos Algériens. Il s'est levé avec un aplomb extraordinaire. Il vient à côté de Jox, il met les deux mains sur la table et il regarde Jox. Il lui dit, bien, je suis venu. Et Jox lui dit,
je ne comprends pas. Vous ne restez pas avec votre délégation? Il lui dit non, moi je suis un enfant du Sahara. Et si vous voulez faire du Sahara votre territoire, alors je suis français, je me mets de votre côté. D'accord? Et ça a été, ça c'est pour montrer l'humour politique. Et la subtilité et la sagesse aussi. Mais ça a été très très fort, parce que juste après cela, nous allons voir tout à l'heure comment le dossier du Sahara a été finement peaufiné et comment la délégation algérienne a été intransigeante jusqu'à l'obtention des 6 points sur lesquels nous allons revenir, puisque c'est une stratégie. Allez-y, monsieur. Dans le même sens, j'ai lu une information que Mattei était déjà invité, avant la rencontre de la Chine, était invité en France sur un colloque sur le pétrole. Sur le pétrole, et les Français, comme il avait déjà pris la tête de l'ONU, etc., les Français lui ont proposé, carrément, lui ont fait proposition de partenariat entre l'Italie française pour exploiter le pétrole algérien qui venait d'être découvert. Et sa réponse était cinglante, c'était un niet catégorique, et mieux que ça, il leur avait même posé sur la question juridique, c'est à qui appartient le Sahara? Donc je refuse parce que ça ne vous appartient pas et vous n'avez pas le droit d'en discuter ni d'en disposer. Vous n'avez pas le droit. Donc c'est vraiment visionnaire. Elle a parlé de la délégation intransigeante. Les collaborateurs de Mattei ont formé une délégation d'économistes du Malg. Ça s'est dit dans le film, et c'est dit par Oud-Qabliya dans ses déclarations. Par Khaledi aussi. Oui, par Khaledi aussi. Donc c'était vraiment bien. Aïdé a bien rappelé. Mattei d'abord, c'est un anti-colonialiste, d'accord, mais il pense d'abord à son pays. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie était parmi les pays les plus pauvres de l'Europe. Et en 13 ans, sous la houlette de Mattei, il y a eu la richesse. Il y a eu un sursaut économique grâce à la volonté de cet homme pour l'amour de son pays. Qui avait dit, non seulement je vais donner du travail aux Italiens en Italie, mais je vais même ramener ceux qui ont quitté le pays pour aller chercher le travail ailleurs. Non, mais ce qui est intéressant de ce qu'on vous dit, pardon, mais ce qui est intéressant, parce que quand vous dites c'est quelqu'un qui pensait d'abord à son pays, c'est normal, c'est légitime, mais c'est quelqu'un aussi qui pense au respect des autres pays. C'est ça la différence. Non, mais c'est clair. C'est pour ça que un humaniste peut penser bien. C'est clair. C'est très lié, c'est très pernicieux. Cette histoire est extrêmement délicate. Parce que Mattei voulait avoir d'abord une assise sociale dans son propre pays. Et donc cette assise sociale, il fallait la sensibiliser en fonction de l'intérêt qu'elle attendait. Une population pauvre, pas de travail, et il a dit je vous donnerai le travail à tous, n'est-ce pas, dans la dignité, etc. Et c'est pourquoi il a détourné la politique des cartels en allant vers les pays d'Afrique, vers la Chine et vers l'URSS. Il a commencé à faire d'ailleurs les 2 grands contrats et on comprend pourquoi il se retrouvait dans l'avion avec les Chinois. Et il a également essayé d'avoir des contacts avec, il faut le dire, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, n'est-ce pas? Et disons tout le bassin méditerranéen. Mais la deuxième arme qu'il a utilisée, c'est si on a un partenariat avec les pays colonisés, les pays du Sud, quand il dit colonisés, il savait très bien qu'ils allaient être indépendants, nous allons établir une règle économique, 50-50%, chose que les cartels ne faisaient pas, ils prenaient tout et ils donnaient rien. Ça, c'est la première. Il a fait mieux, je crois que madame, il a fait mieux. Avec certains 70. Pays, c'est 70 pour le pays et uniquement 30 pour l'Italie. Alors ça, la première partie, c'était 50-50. La deuxième stratégie, c'est 70 pour le pays
qui disposent des ressources pétrolières et 30% pour le reste. Maintenant, quand il s'agit de faire des explorations, c'est la troisième idée qu'il développe, il dit voilà, on va faire un contrat pour l'exploration, mais si on ne trouve pas de pétrole, vous ne paierez rien du tout. La charge reviendrait à l'Italie. Où allons-nous trouver un homme d'une telle sagesse et d'honnêteté? Il y a une honnêteté. Et d'une honnêteté extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi les pays colonisés se sont tous ligués autour de lui et son pays lui a fourni cette base sociale qui lui a permis d'évoluer sur le plan international. Oui. Je crois que vous avez tout dit, on s'achemine, parce que moi je me rappelle maintenant une formule. Il dit le pétrole n'est pas une ressource, seulement une ressource. C'est une arme. Il dit une ressource politique. Et une arme politique. Une arme politique. C'est le mot que vous voulez utiliser. Je crois qu'on ne s'attaque pas à un cartel comme ça impunément. Je crois que petit à petit, le puzzle de sa mort mystérieuse, elle quand même s'éclaircit. Elle était décidée à ce moment-là. Oui, bien sûr. C'est une attaque très forte contre les cartels puissants. Il a réussi à les. Et le cinéaste Rossi le dit, il a fait une déclaration à la télé italienne, à la RAI, en 1998, et il dit, j'ai reçu des menaces durant des années. Ma famille a reçu des menaces. Il y a eu le témoignage de sa fille. Elle a reçu elle aussi des menaces. Et il s'étonne même. La mafia ne m'a pas menacé. Pourtant, j'en ai fait. Il a dénoncé la mafia. Mais là, dès que je me suis attaqué à l'affaire Mattei, parce que tout le film est consacré sur cette mort mystérieuse. C'est une enquête. Donc, à partir de là, la menace, je crois que, comme vous dites, les hypothèses sont là. Un jour, on va découvrir la réalité. Un jour, comme la mort de JFK, comme toutes les morts d'État suspectes, etc. Tôt ou tard, la vérité va s'éclater. Va éclater. Je ne sais pas si M. Ali Fatah Ayadi est à l'écoute. Je rappelle qu'il est en direct à partir de Marseille. Vous êtes en train d'écouter, bien sûr, les propos échangés ici sur le plateau de l'émission entre Maître Fatem Zahra Ben Brahim et Abdelkrim Tazarout. Ali Fatah Ayadi, quel est le rôle, justement, ou quel est l'impact, justement, de ce qu'a entrepris Enrico Mattei avec le GPRA à l'époque, et quel a été l'apport de Mattei à la révolution algérienne concrètement? Avant que Madame, peut-être Fatem Zahra Ben Brahim, nous détaille les 6 points importants, notamment en ce qui concerne les accords d'Évian, et comment peut-être l'expertise et l'expérience d'Enrico Mattei a servi à nos négociateurs. Oui, alors, je voudrais juste rebondir sur ce que disaient vos invités, sur le pourcentage que laissait Enrico Mattei à ceux qui possédaient le pétrole. Enrico Mattei donnait 75%, et non pas 70 et non pas 50-50, mais 75%, et Leni ne gardait que 25%. Ça, c'est pour juste rétablir, et là, c'est des chiffres que j'ai retrouvés pendant les recherches que j'ai faites sur ce documentaire sur Enrico Mattei. Autre chose, l'apport de ce qu'il est bon de savoir aussi, c'est que l'intelligence des gens qui ont mené la révolution algérienne, l'intelligence de ceux qui ont discuté avec Enrico Mattei, qui voulaient donner de l'argent aux Algériens, à la révolution algérienne. Eh bien, figurez-vous qu'ils n'en voulaient pas, que la révolution algérienne n'en voulait pas. Mais par contre, son autre apport, et notamment l'apport qu'il a apporté, et là, dans le film, le premier qui en a profité et qui a été, quand vous parlez de formation, il n'y a pas eu véritablement formation, mais il y a eu accueil, et
par exemple, comme Khaledi, qui a séjourné dans la villa romaine d'Enrico Mattei et qui a pris, il avait des photos, des cartes, etc., du pétrole, des recherches françaises en Algérie. Et ce qui a permis à la délégation algérienne de partir et d'être en face de la délégation française d'une façon bien informée. Et ça a fait quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et donc, là aussi, l'intransigeance, comme l'a souligné Mme Benbrahim, et cette anecdote que racontait Saad Dahleb de temps en temps sur le Sahara, quand il a pris, donc il est venu vers la délégation française, est extraordinaire. Et c'est vrai qu'elle dénote d'une chose, c'est parce qu'il leur a dit en fait, bien sûr, je viens avec vous, je passe de l'autre côté, parce que vous me prenez ma mère. Et ma mère, c'est le Sahara. Je suis saharien. Voilà pourquoi. Oui. Mais bien sûr, Nukta, qui m'a écrit l'Arabia, est extraordinaire. Tout comme à Jox, il y avait un membre de la délégation qui était alsacien, de l'Alsace-Lorraine. Il dit, vous êtes français bien avant nous. Il dit, après notre indépendance, on peut venir vous aider pour que vous repreniez l'Alsace-Lorraine. Et c'est ça. J'ai consacré, j'ai écrit un poème sur Saad Dahleb, un jour je vous le montrerai, et son rapport avec Enrico Mattei. Il ne parlait pas c'est-à-dire que le pétrole, les affaires, etc. Mais c'était la liberté. Oui. Le fait de vouloir un pays libre. Et c'est ça qui est important et c'est ça qui est intéressant. Et il y est arrivé encore quand tout ce qu'il a donné. Il avait l'Algérie dans le cœur et il a tout donné pour que l'Algérie soit libre. Oui, ce que nous percevons dans le message, bien sûr, très clair de Ali Fatah Hayadi, je rappelle encore une fois qu'il a pu parler avec des responsables de l'ENI, avec bien sûr une consultation des archives, c'est-à-dire ce que nous comprenons, c'est qu'Enrico Mattei, en plus d'être un excellent économiste, un visionnaire, quelqu'un qui gérait bien son entreprise, une entreprise qui, depuis qu'elle était presque effacée de la carte, je parle de la GIP qui devient l'ENI, c'est grâce à sa volonté, à la volonté aussi de ces Italiens qui ont cru en son combat et à sa volonté de faire ce sursaut économique italien. Plus que cela, madame, c'est un militant anticolonialiste. Il parle à Ali Fatah Hayadi, il dit « Je ne fais pas ça juste pour les intérêts pétroliers, je ne fais pas ça juste parce qu'il y a des intérêts financiers, mais je fais ça parce qu'il y a des convictions, il y a des principes de liberté, de dignité, de respect de l'autre, et que l'Algérie, le combat du peuple algérien est tellement digne et tellement respecté et respectable que je ne peux pas être de l'autre côté, celui du colonisateur, celui de ceux qui méprisent les peuples africains, celui qui méprise l'autre, celui qui fait du racisme, celui qui est dans le fascisme. C'est ça, Enrico Mattei. Oui, Enrico Mattei, c'est un homme juste. C'est un véritable humain. Avant d'être humaniste, c'est un véritable humain. Il sait faire la différence entre le juste et l'injuste. Vous avez parlé, mon ami Hayadi a parlé de la villa de Mattei. C'est vrai qu'elle est magnifique, avec des jardins extraordinaires. Mattei n'a pas eu d'enfant. Et celle qui a hérité de cette magnifique maison, Rosangeli Mattei, n'est-ce pas? Sa nièce continue le combat dans cette maison. Elle a créé la fondation, donc, Mattei. Et il y a à peu près 2 ou 3 ans, nous nous étions rencontrés à Alger. C'était lors de la création de l'association internationale des Amis de la Révolution, présidée par M. Djoudi. On a eu l'agréable plaisir de l'avoir parmi nous comme membre fondateur.
Ah, très bien. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est pour rappeler à ces Français qui disent n'importe quoi, qui racontent n'importe quoi, que les combats honnêtes, sincères et justes se perpétuent à travers les générations, n'est-ce pas? Mais attention, hein, les gens de l'OAS aussi, ils se perpétuent dans leur malheur à travers le... Vous allez voir que sur le plan politique, n'est-ce pas? Il y en a et qui parlent très haut. Manifeste. Exactement. Ben, Rotaillot, je le dis, Oui, son père est un enfant de l'OAS. Il n'a pas vécu une vie sereine, une vie normale. Il a vécu une vie dans la mort, dans l'assassinat, dans tout ça. Et vous voyez ce que ça a donné, le produit que ça a donné. Zemmour. Tous. Et les néo-colonisés aussi. Exactement. Madame. Tous. Oui, cela aussi. Oui, cela aussi. Donc c'est pour vous dire, quand on est né sur une terre noble, quand on a été abreuvé par des idées nobles, évidemment, on est un élément positif et l'histoire ne nous oublie pas et l'Algérie ne les oublie pas. Oui. Mais quand on a été autre chose, eh bien, je leur dis aujourd'hui, pour ceux qui je vous dis encore une fois, ils ont fait tellement de bruit à propos de ce lien. Ce n'est pas un lien qui est venu depuis la dernière crise avec l'Algérie. Ouais. Ce lien, en fait, il est né en 1937, quand Mattei a décidé, n'est-ce pas, de changer la vision fasciste à l'égard de l'Italie, n'est-ce pas? Il n'a pas détruit Eni, au contraire, il a fructifié dans un cadre juridique étatique, mais une gestion civile et privée. Et voilà ce qu'il en a fait. Je ne sais pas si on a encore du temps. Oui, on a du temps parce que je vous donne la parole sur justement l'apport de Mattei à la délégation algérienne durant les accords d'Évian. C'est la chose la plus importante, Émir. Voilà. Parce que on a parlé du factuel. Maintenant, nous allons analyser l'apport de Mattei dans la réalisation des accords d'Évian et l'obtention de ce que l'Algérie a revendiqué dans sa totalité. Alors, donnez-moi simplement, comme je suis très logique, donnez-moi simplement un peu de temps, je n'en prendrai pas beaucoup. Je vais vous donner le temps de la pédagogie. D'accord, alors c'est parfait. Donc, Mattei, 1958, il va se créer des liens d'amitié entre les combattants de l'Algérie et lui-même pour l'indépendance de l'Algérie. Mais où et avec qui? La première rencontre que je juge importante, elle a été à Rome. Là, il a rencontré Tayyib Boulharouf, qui était un homme d'une beauté, d'une élégance, d'une classe, qu'on appelait l'Italien. D'ailleurs, il était marié à une Italienne. Donc, on le confondait très souvent avec les Italiens, très élégants, qui était représentant du FLN Tout à l'époque Alors, en Italie. C'est lui qui va introduire Mattei près des membres du GPRA. Mais cette introduction, que va-t-elle apporter? Elle va permettre à Mattei d'accéder au chef de la révolution et dans plusieurs pays. Voilà pourquoi son avion, c'était un avion privé. Déjà à l'époque. À l'époque, ce n'était pas un avion étatique. Et donc, les personnes qu'il a rencontrées dès le début, c'était Ben Youssef Ben Khedda, Ahmed Yazid, Ahmed Boumenjel, qui était l'ami donc de Boulharouf et qui a beaucoup fait également dans les accords d'Évian, Ben Yahya Mohamed, Boussouf Abdel Hafid et notre cher ami Saad Dahleb. Cette rencontre a eu lieu la première fois en Égypte, au Caire, puis à Milan, puis à Rome, puis à Genève, où il est recevé dans sa fameuse belle villa. Alors, les aspirations de Mattei ont été très appréhendées et ont permis l'adhésion à son programme par les politiques algériens. Donc il leur a expliqué ce qu'il voulait et les Algériens étaient d'accord. Alors s'étant donc assuré de cette adhésion de sa politique, Mattei va renforcer et va se renforcer sur le plan économique et social. Parce qu'il était sur le plan politique,
Mais quand le GPRA lui a donné son accord pour son adhésion à un problème indépendantiste, lui, il va plus loin. Donc, il va aller sur le plan économique, mais sur le plan social. Il veut libérer l'Algérie des jougs du colonialisme. Alors, à chaque fois qu'il revenait en Italie, il était enrichi par cette idée de l'indépendance de l'Algérie. Donc, vous voyez, il rencontre une personne, puis le groupe du GPRA, il y a des discussions, les aspirations sont tout à fait affinées, et donc il revient avec des idées nouvelles en Italie pour développer un peu plus sa politique. Et c'est là qu'il va mobiliser toute la classe politique, évidemment, de l'Italie, et donc le premier lien très fort entre l'Algérie et l'Italie va naître en 1958. La cause algérienne, c'est ça le leitmotiv. Les Italiens vont tous être d'accord pour la défense de la cause algérienne. Donc, l'Italie va devenir le premier pays européen à savoir, le premier pays européen à accepter donc l'accueil du FLN sur son pays. Voilà un endroit où le FLN va pouvoir se réfugier, va pouvoir apprendre, va pouvoir travailler, une base aérienne, va pouvoir travailler, va pouvoir établir des liens à partir de l'Italie avec les autres peuples. Il va donc lui assurer, qu'est-ce qu'il va assurer au FLN? Une large sécurité pour déployer son action politique et diplomatique. Pour l'Algérie, nous sommes dans une action diplomatique. Mais pour lui, il est dans une action économique, politique et diplomatique. Plus tard, vers les années 1960, Mattei va jouer un rôle très important. Je dis bien 1960. L'approche des négociations entre les GPRA et le gouvernement français, où la guerre d'Algérie va avoir un impact extraordinaire. La naissance du FLN en novembre 1954 et la déclaration du 1er novembre qui, d'abord, unit toutes les parties politiques du peuple dans un seul et unique combat contre le colonialisme en vue d'un aboutissement à une indépendance nationale. Je parle d'union 54. Je vais m'expliquer. Parce qu'avant 1954, nous avions des partis politiques qui s'arrachaient les cheveux de temps en temps, qui se disputaient, qui n'étaient pas d'accord. Mais le front de libération nationale va donner l'image de ce que va être le combat de 54 à 62. Ça va être un front, donc une union, des forces, une unité de toutes les forces. Et le mot unité doit être apprécié à son juste terme. Parce que l'Italie a souffert de cette division. Et l'unité italienne, c'est ça qui a donné un tremplin, n'est-ce pas, à l'Italie qui était arrachée de tous les... Tout à fait. Donc, il a été très content de retrouver dans l'appellation Front de Libération Nationale, en fait, le combat qui s'était passé pendant de longues années en Italie. Et donc, vous voyez, les idées convergent. Oui. Alors, le GPRA, n'est-ce pas, va ficeler des dossiers qui vont servir aux négociations des accords d'Évian. Ils vont toucher les aspects juridiques, les aspects économiques, les aspects financiers et les aspects politiques, ça y est, à mettre sur la table de négociation. Et c'est là où le bal s'intensifie, où le rôle devient extrêmement important et où on va comprendre l'apport de Mattei. Et parmi les dossiers, il y avait un dossier qui brûle, qui fâche, le dossier des hydrocarbures, et qui continue à fâcher, à brûler les Français jusqu'à ce jour. La plaie restera ouverte. Le dossier que la partie française ne voulait ni évoquer ni discuter au motif que le Sahara était territoire français et ne rentre jamais dans le cadre de l'autodétermination selon
les visions de De Gaulle. D'ailleurs, à l'époque, en pleine discussion, il avait désigné un ministre du Sahara, c'était, il va me revenir, son nom va me revenir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que lorsqu'il a pris son avion pour aller vers le Sahara, eh bien, il s'est retrouvé avec le Jean de Ouargla, tous avec des perches, des fourches, tous avec des bâtons, qui lui ont interdit de descendre dans le Sahara. Voilà encore une autre expression du peuple, de la souveraineté du peuple et de l'adhésion de ce peuple pour dire Max le Jeune. Il s'agit de Max le Jeune, pour lui dire tu ne descendras pas dans le Sahara est à nous et nous resterons tout à fait unis avec notre Sahara. Alors, lors de sa conférence du 16 septembre 1959 et pendant les négociations de 1960 à 61, la France refusait toute concession sur le territoire algérien. Vous voyez, l'expression c'est concession. On ne concède rien, ni aux Italiens, ni aux autres pays. Concession pour nous, sur notre terrain. C'était la politique de De Gaulle. C'est pourquoi 2 rencontres officielles du GPRA à Évian et Le Grain vont aboutir à la rupture des accords des Algériens qui vont quitter la table des négociations. C'est les Algériens qui ont quitté la table des négociations en s'obstinant à ne sacrifier aucun grain de sable du Sahara à la France. Vous voyez donc encore un pas, toujours sous l'impulsion et la force de Mattei. Les contacts sont rompus entre les deux parties. Le peuple prend ses dispositions et lance un message fort à De Gaulle. C'est le peuple maintenant. Pourquoi je parlais d'assises sociales? En décembre 61, voilà ce qui a été demandé. Indépendance de l'Algérie. Algérie algérienne. Islam, notre religion, le GPRA, notre gouvernement, et vous, vive le FLN et l'ALN. C'est ça qui a fait revenir De Gaulle sur sa décision. De Gaulle est affaibli et la France entière en souffre. Alors, dissidence dans l'armée. Rappelez-vous que cette histoire où il tergiverse sur les concessions, etc., eh bien, ça a donné la naissance au putsch des généraux de 1961. Refuse, et c'est très important aujourd'hui, on nous parle d'intégration, de nationalité, que les Algériens sont amoureux de la France et demandent la nationalité. Eh bien, je leur dis, à partir de ce studio, il y a eu le refus de la politique d'intégration par les Algériens. On ne veut pas être intégré à la France. Il y a eu le refus de la politique d'assimilation des Algériens au régime français. Nous restons Algériens. Alors, la France est également très affaiblie par son isolement sur le plan diplomatique et politique dans le concert des nations. Vous allez voir que ce Mattei, il avait joué un rôle extrêmement important. C'est-à-dire qu'il avait laissé la France descendre petit à petit et perdre sa superbe sur le plan international. Je crois que je ne vais pas m'arrêter là parce que vous allez me donner un petit moment pour les 6 points. Vraiment plus. Oui, pour les 6 points. Rapidement. Oui, alors on va essayer de passer tout ça. Et pendant l'interruption, il y a eu quelque chose d'important. Ça a permis aux Algériens de peaufiner leurs demandes et surtout, d'aiguiser leurs armes. Et là, il y a eu plusieurs points qui ont été arrêtés. Alors, je voudrais revenir très rapidement sur le Malgue. Non, très rapidement sur le Malgue, parce que le Malgue, c'était lui. C'était le Malgue qui avait travaillé les 6 questions. Je vais lire très rapidement. Alors, il s'agissait d'avoir des informations. Et donc, ces informations ont été volées par quelqu'un qui a également été tué, n'est-ce pas? C'est un Algérien, c'est lui qui a volé le dossier, il a donné au Malgue. Je vous dis les 6 points, et je parle de la mort et je m'arrête. Le corpus détaillé, il a récupéré le corpus détaillé des textes législatifs et réglementaires régissant le domaine gazier et pétrolier qui était secret chez la France. Cet Algérien l'a volé. Deuxièmement, il a pris toutes les copies des contrats. Troisièmement, il a pris tous les actes de concession. Quatrièmement, tous les tableaux, indices de prix et des fiches signalétiques
de l'ensemble des sociétés opérant au Sahara avec le montant de leur capital, leur répartition et la part de l'État français dans cette répartition. Donc, à la reprise des négociations, le dossier était fortement préparé. Et c'est comme ça que la France a essayé de revenir sur la question du Sahara. Et les Algériens et le GPRA et donc le MAL qui avait préparé tout ça ont dit niet, il n'est pas question que. Alors, ce monsieur, c'est Salah Bouakwir et Mattei qui ont tous les deux été assassinés. Et sans ce dossier, on n'aurait pas pu terriblement avancer. Merci voilà. beaucoup, je crois que j'ai fini avec... On a vraiment dépassé le temps de cette émission. En tout cas, on aura le temps de développer encore une fois ces thématiques avec vous et avec nos invités. Je remercie bien sûr Alifet Ayadi qui était en direct avec nous à partir de Marseille. Merci beaucoup à Alifet Ayadi pour votre disponibilité, pour le travail que vous faites pour la mémoire et puis la transmission de cette grande histoire qui est celle du peuple algérien contre le colonialisme. Allez-y, mais rapidement, mais vraiment rapidement. Je voudrais le remercier pour le travail qu'il fait et on doit le rendre plus visible sur nos émissions. D'autre part, je tiens absolument à vous remercier pour le documentaire que vous avez fait avec donc, Monsieur le ministre. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci pour votre travail. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Abdelkrim Tazarout, pour votre présence. Mais rapidement, mais on n'a plus le temps. Hein, mais vraiment. Par rapport à l'apport de Mattei, il a mis un journal, il possédait un journal qu'il a mis à la disposition de la guerre de libération nationale. Il a donné donc les colonnes, il a ouvert les colonnes de ce journal à un entretien avec Krib Belkacem et donc il donnait de l'information. Et ça a changé la donne. Ça a changé la donne. Et tout ça, on va le découvrir dans le documentaire de Alifet Ayadi tout de suite sur Canal Algérie. Bon documentaire sur Canal. Moi, bien sûr, je remercie notre réalisateur Farid Benstanji et puis Hanan Belkhiri qui s'est occupé du Scriptana ce soir. Et puis, je remercie les équipes du studio 1 du 21 boulevard des Martyrs. On souhaite un rapide rétablissement à notre comédien Fouzi Saïchi, bien sûr. Et puis... vive l'Algérie, gloire à nos martyrs, bon doc sur Canal. Au revoir à la semaine prochaine, merci.